Alors aujourd'hui, nous allons traiter du coup un sujet qui est très important en ce moment et dont on entend parler parce que c'est quand même un sujet très important et qui revient. On va parler de comment faire face à la hausse des matières premières parce qu'avec la crise sanitaire, le Covid, etc., c'est vrai que bah, on a eu des petites flambées sur tout ce qui est matières premières. Et donc, voilà, on est là pour vous aider à faire face à cette hausse. Alors, nous allons vous présenter nos intervenants juste après une petite présentation de qui nous sommes, donc Rivalis. Je vais laisser du coup Christophe présenter Rivalis. Mhm. Alors, c'est parti. Donc, le réseau Rivalis, très succinctement, hein. Le but, c'est pas de vous présenter Rivalis, c'est vraiment de parler du sujet. Mais c'est bien de savoir qui on est. Donc, c'est le premier réseau d'accompagnement des dirigeants en France aujourd'hui. On existe depuis 27 ans maintenant. On va mettre à jour la slide. C'est plus 26, c'est 27. 730 conseillers en France. Donc, un réseau qui est partout sur le territoire. À moins de 1 heure de chez vous, vous avez un conseiller Rivalis. Donc, ça, c'est important de le savoir aussi. 87 395 entrepreneurs qui utilisent tous nos services, hein, voilà, on va faire un global. Le BSP, notre feuille de route, alors c'est quoi le BSP? C'est le bon sens populaire, le bon sens paysan, le bon sens pratique, ça dépend comment on l'appelle. En gros, c'est apporter une réponse concrète, simple, opérationnelle à un problème. Donc l'idée, c'est pas de faire des grands discours, c'est toujours d'essayer d'aller à une réponse la plus opérationnelle possible et immédiate pour aider les entrepreneurs, parce que c'est comme ça qu'ils progressent, c'est comme ça que nous, on pense, en tout cas, qu'il faut répondre. Un but, c'est la sérénité du patron. On pense trop souvent entreprise et pas assez patron ou dirigeant ou dirigeante. Et l'objectif final, finalement, de l'accompagnement des conseillers, hein, David et Philippe pourraient confirmer, c'est qu'au bout du compte, finalement, le patron il soit heureux, il soit bien, il soit serein dans son activité. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est l'humain derrière tout ça. Et puis 93% de satisfaction client, c'est un chiffre qu'on mesure régulièrement. Deux chiffres également, et après on passe directement au webinaire en question. On parlait de sérénité, on mesure nos résultats de notre méthode et de l'accompagnement des conseillers chaque année. Et bien les résultats d'un accompagnement, d'un conseiller Rivalis, c'est plus 71% de sérénité pour le patron et plus 40% de résultats. On ne parle pas de chiffre d'affaires, hein, on parle vraiment de résultats, de bénéfices pour le dirigeant, pour l'entreprise du dirigeant, avec d'autres résultats, d'autres chiffres. Mais voilà, c'est les deux principaux. Voilà pour la petite présentation Rivalis. Et puis, on va vous laisser peut-être, Pauline, continuer la présentation. Alors, merci Christophe. Donc, on va vous présenter nos super intervenants spécialistes de petites entreprises qui sont là du coup pour vous aider aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter, Philippe? Est-ce que tu peux déjà te présenter en premier? Eh ben, écoute, comme je le disais, moi, je suis basé à Thiers. Je suis conseiller Rivalis depuis 2 ans. J'interviens un peu, enfin, dans tous les secteurs d'activité, hein. Pas mal dans l'industrie, pas mal avec des artisans, des commerçants aussi. Et puis, antérieurement, j'ai eu un passé d'industriel pendant une trentaine d'années où j'ai dirigé différentes entreprises et ça me permet d'intervenir à peu près sur tous les sujets qui intéressent les patrons. Et donc, en termes d'intervention, je suis sur l'Auvergne, donc plutôt les départements Allier, Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et toi, David, est-ce que tu peux te présenter du coup? Je veux bien, David. Donc, moi, je suis en région lyonnaise. J'interviens aussi auprès des dirigeants de très petites entreprises, jusqu'à une vingtaine de salariés, sur l'axe Lyon-Saint-Étienne, un peu du Nord-Isère, un peu de la côtière, là, dans l'Ain. Moi, j'ai un long passé dans le commerce et donc, en plus de mon action sur la gestion dans les entreprises, je suis aussi passionné de développement commercial, donc j'aide les chefs d'entreprise aussi sur cet axe-là, à se développer commercialement, les aider à élaborer par exemple leur stratégie commerciale.
Ok, merci beaucoup. Et ben du coup, je pense qu'on peut commencer le webinaire et parler des choses sérieuses. Donc voilà, comment faire face à la hausse des matières premières. David, je te laisse du coup nous présenter le sommaire et nous dire un petit peu les sujets qu'on va aborder tout au long tout au long du webinaire. Ouais. Alors, on va faire un petit état des lieux, mais alors très, très rapide, avec ses conséquences en prenant l'exemple du BTP. On fera un petit focus sur le BTP parce que c'est ceux qui connaissent le plus d'impact, mais c'est le secteur qui connaît le plus d'impact, mais on s'occupera aussi de différents secteurs, le commerce et autres. On regardera aussi les impacts de cette hausse et aussi son corollaire, c'est les pénuries dans certains cas, que ce soit à court terme ou à moyen terme, sur la gestion de l'entreprise, sur l'image que ça peut donner auprès des clients. On parlera aussi de l'objectif pour les chefs d'entreprise qui, pour le coup, lui, doit toujours rester le même. Et puis, on verra surtout, on insistera beaucoup sur les différentes pistes de solutions, puisque au travers de nos missions respectives avec Philippe, on voit beaucoup d'entreprises différentes dans différents secteurs d'activité, avec différentes solutions mises en œuvre pour pallier ou en tout cas essayer d'atténuer au maximum les effets de cette hausse. Et j'ajoute qu'on vous donnera des exemples aussi concrets d'entreprises, etc. Donc, on va vraiment travailler sur deux aspects, l'aspect un peu plus théorique, mais bon, c'est aussi l'aspect pratique qui nous intéresse. Donc, on verra des exemples. Ok, on y va. Je te laisse continuer, Pauline. Je voulais juste ajouter ça. Alors du coup, David, tu vas pouvoir Je vais aussi faire, nous expliquer du coup la situation. Oui, Pauline, je vais faire un petit état des lieux là pour récapituler un peu ce qui se passe au niveau de la situation. Donc dire, ça a ouais. commencé par une hausse des matières premières qu'on a connue là depuis, on en parle depuis novembre 2020, mais ça se poursuit toute cette année. Donc partie des matières premières, le métal, le bois, les plastiques. Ça se généralise maintenant sur de nombreux secteurs. L'énergie, on parle beaucoup, et ça pour le particulier, du gaz, mais ça a des répercussions aussi sur l'activité économique de certains secteurs. Par exemple, tous ceux qui peuvent cuire, que ce soit qui cuisent au gaz, par exemple les boulangers qui ont un four à gaz ou un four électrique, les pizzaioles aussi, qui peuvent avoir aussi une grosse consommation d'énergie. Et puis aussi dans le monde de l'alimentaire, avec des hausses significatives, le beurre qui, dans certains cas, a pris jusqu'à 100%, donc il a doublé de prix, la farine aussi qui augmente, par exemple. Et donc, on voit que la situation, ou en tout cas les hausses, s'étendent de manière importante. Ok, ben oui, c'est vrai que c'est très important, c'est des hausses très importantes. Dites-nous d'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent, dites-nous si vous êtes impactés et racontez-nous un peu, bah, voilà, comment ça se passe pour vous en ce moment au niveau de vos matières premières, si vous subissez cette hausse ou non. Voilà, on attend un petit peu vos retours dans le chat. Je pense que du coup, on peut aussi, vous allez pouvoir aussi nous parler de l'exemple en attendant les petites réponses des personnes qui sont présentes sur le webinaire. Philippe, tu peux nous parler de l'exemple Oui, on a pris du l'exemple BTP? du BTP parce que les hausses ont commencé, comme le disait David tout à l'heure, en novembre, et ça a commencé sur le bois, les matières plastiques et la ferraille, et ça a impacté très très vite le BTP. Donc on a une image de ce que ça peut donner qui est assez précise, hein. Et donc aujourd'hui sur le BTP, ce qu'on constate, c'est que il y a des projets qui sont en cours d'étude et avec l'évolution du coût des matières, les évolutions des prix proposés, ben, il y a des projets d'études qui sont bloqués, donc vraiment au stade de projet. On voit aussi au moment de finaliser un chantier, de démarrer l'activité, il y a des chantiers qui démarrent pas,
sont bloqués. Sur les chantiers qui sont en cours, on voit des désorganisations extrêmement importantes parce que simplement, soit les matières premières sont trop chères et du coup des parties de projets sont stoppées, soit une pénurie qui fait que les opérations ne peuvent pas s'enchaîner telles qu'elles étaient prévues. Et du coup, ça rallonge de façon importante les délais, ça désorganise complètement la réalisation. Un retard sur la livraison des chantiers induit. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est des chantiers qui s'arrêtent complètement. Et ce qui est très surprenant, enfin, les derniers chiffrages qu'on a pu remonter, c'est que aujourd'hui, l'estimation, c'est que 20% des chantiers qui sont en cours aujourd'hui sont en risque de s'arrêter. Soit parce qu'il y a des hausses trop importantes et que les donneurs d'ordre ne veulent pas suivre, soit parce que il y a un manque de matière, soit parce que la filière est complètement désorganisée. Donc c'est vraiment un impact. Alors on a pris celui-là comme exemple, hein, mais ça permet de voir à quel point ces hausses de prix peuvent désorganiser et qu'il faut effectivement voir comment réagir à tous ces problèmes pour éviter au maximum d'en arriver à des situations aussi catastrophiques. Ouais, je rebondis juste sur ce que disent aussi les personnes qui nous suivent. Juste, Florence, je suis photographe, j'ai des hausses sur les fournitures papier et encre. Chanori qui dit oui, effectivement, la hausse des prix est énorme. J'ai une activité de traiteur asiatique et les produits en import sont très difficiles à avoir ou les prix vraiment déraisonnables. Tout le monde est concerné. Ouais, parce qu'en plus, là, on a parlé de matières premières ou de fournitures, mais il y a aussi certains services. Chanori a raison, l'import, le transport va aussi subir et commence déjà à subir des hausses de prix très significatives. Donc là aussi, c'est un impact de plus sur le compte de résultat ou sur l'activité des entreprises. Et on a un témoignage aussi qui dit que dans le BTP, c'est vrai que c'est une branche très très touchée et qu'il y a beaucoup de retard dû à un manque de matériel. Donc ça revient un petit peu à ce que vous avez dit. On continue ? Ouais. Les impacts. Alors, au-delà de cette situation, ou du moins au-delà de ce constat, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est les impacts, comment est-ce qu'on les subit, comment est-ce qu'on les vit. Ce qu'on voit immédiatement, c'est naturellement les impacts à court terme. On a des soucis sur les délais d'appro, sur la livraison des commandes. Du coup, ça génère des perturbations au niveau de la relation avec les clients. Avec l'organisation aussi du travail, hein, Philippe l'a bien décrit, et du coup aussi le niveau de stress du dirigeant, et ça c'est aussi problématique. À moyen terme, à ne pas oublier aussi, c'est l'impact que cela va avoir sur la rentabilité de l'activité, donc l'aspect financier pour l'entreprise en elle-même, sur l'humain avec un grand H, hein, sur le dirigeant ou la dirigeante de l'entreprise aussi, puisque la montée du stress a aussi des conséquences donc, à prendre en compte. Et puis aussi sur l'image de l'entreprise, quand on n'arrive pas naturellement à rendre un service en temps et en heure, à faire ou du moins à livrer une commande en temps et en heure, ça provoque là aussi une dégradation de l'image de l'entreprise. Et ça, on sait très bien que c'est compliqué et que ça dure un bon moment quand on a une image négative. Voilà un peu pour le constat. On ne va pas noircir le tableau plus qu'il n'est parce qu'on est là surtout pour apporter des solutions et essayer de sortir de l'ornière. Et donc Philippe, quel est l'objectif du coup Je dirais, et malgré tout ça, il faut rester dans une logique où chaque affaire, chaque commande, chaque chantier, enfin toutes les réalisations, elles doivent rester rentables et on se doit de conserver une bonne relation client et d'avoir des clients satisfaits. C'est-à-dire que certes il y a des contraintes, mais on n'a pas le droit de se laisser entraîner vers le bas à cause de ces contraintes. Donc c'est le moment d'être créatif et décomplexé pour aller chercher finalement des solutions et proposer des choses différentes pour arriver à passer ce cap difficile.
Alors, peut-être tu peux passer à la slide d'après. Le premier point, et c'est pas forcément ce qui est le plus naturel, mais c'est quand même le premier point et le plus important, c'est que dans une période de crise comme ça, il faut parler, il faut communiquer. Il ne faut pas avoir peur de parler de ses difficultés avec avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec ses prestataires, avec ses équipes, avec tout le monde. On est d'une part, ça permet de. Alors, il faut communiquer non pas pour se plaindre, hein, parce que ça sert à rien. Il faut vraiment communiquer pour essayer de trouver des solutions. Il faut faire part de ses problèmes, il faut montrer qu'on cherche des solutions. On n'est pas à l'abri, en plus, en discutant de trouver de bonnes idées chez les gens avec lesquels on échange. Hein. Comme exemple, moi, j'ai un client qui récemment travaille dans le domaine du textile et qui récemment discutait avec un de ses confrères sur la difficulté d'approvisionnement justement en Chine, parce que les produits viennent de Chine. Et ils se sont rendus compte qu'ils commandaient finalement des choses assez similaires et que en se mettant à deux, ils allaient pouvoir faire pression sur le fournisseur et obtenir des prix de transport plus bas. Et ça a fonctionné. Donc vous voyez, c'est au travers de situations de crise comme ça peut aussi être l'opportunité de développer des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé. J'ai un autre client qui face à cette situation, a discuté avec un de ses propres clients et c'était un client récurrent et le client s'est rendu compte à cette occasion-là qu'il allait se retrouver dans une situation difficile et ils ont convenu en fait de passer une commande d'approvisionnement de matière pour couvrir les 6 prochains mois. Donc du coup, mon client s'est retrouvé à avoir son client qui lui finance son approvisionnement matière alors que c'était pas du tout son habitude. Voilà, c'est des exemples du fait que quand on parle d'un problème et qu'on montre qu'on essaye de trouver une solution, on peut trouver en face des gens avec lesquels on va trouver des choses. C'était dans quel domaine le deuxième exemple que tu donnais, Philippe? C'est dans l'industrie plastique. Moi aussi, dans le même ordre d'idée, j'ai Ouais, un ou deux exemples. Sur la nécessité de communiquer. J'ai par exemple un chocolatier qui appelle toutes les semaines ses fournisseurs. Alors, on parlait tout à l'heure, il y avait un photographe qui parlait du papier. Effectivement, le papier subit une hausse et surtout une pénurie, comme beaucoup de matières premières. Et du coup, mon chocolatier appelle ses fournisseurs, notamment de packaging, pour connaître la disponibilité des produits, s'il va y en avoir, s'il sera bien livré, connaître éventuellement les tarifs aussi pour préparer sa fin d'année. Donc là, il les appelle toutes les semaines. La même chose au niveau du chocolat. Aussi, c'est là encore une denrée à suivre. Et donc, pour ça, il appelle très régulièrement ses fournisseurs. Plusieurs exemples. Et là, au niveau de la communication, j'ai aussi un exemple, c'est en interne, cette fois dans une entreprise, c'est un plombier là, qui subit de plein fouet là, des pénuries de produits et qui, du coup, a pris l'habitude désormais de revoir son planning d'intervention 2 fois dans la semaine. Il remet à plat tout son planning d'intervention pour savoir s'il va bien être livré, s'il va bien pouvoir intervenir chez les clients, et auquel cas il appelle les uns, les autres, les fournisseurs, les clients, pour revalider tout son planning et éviter de perturber le moins possible, ou en tout cas d'optimiser le plus possible ses interventions. Et du coup, l'importance aussi d'en parler à ses équipes pour qu'ils soient au courant que voilà, les choses peuvent changer, peuvent du jour au lendemain évoluer, etc. Et pour pas créer de frustration et voilà. On continue? Alors, là, on est sur les pistes de solutions, mais concernant les commandes, les devis validés. Qu'est-ce qu'il y a à faire là-dessus? Peut-être, David, tu peux commencer? Oui, alors, première des choses très importantes, c'est vérifier vos CGV, vos conditions générales de vente.
si vous avez bien pensé à mettre une clause, une condition de renégociation tarifaire sur un indice, sur un coût qui sert de référence. Ça permet éventuellement dans certains cas de pouvoir plus facilement entamer une renégociation avec le client. En ce qui concerne les éventuels chantiers déjà signés ou les commandes déjà signées, il se peut, surtout quand vous avez affaire à des marchés publics, qu'il y ait des clauses de retard qui soient présentes, avec naturellement, comme toujours, des indemnités à payer à la clé en cas de retard. Le mieux, c'est déjà les faire sauter, mais quand c'est un marché public, c'est plutôt compliqué. Donc, c'est de rediscuter avec vos interlocuteurs. Donc, là encore, on en revient toujours à la discussion. L'État a fait sortir une note, a publié une note disant qu'il serait attentif, vigilant à la situation et surtout compréhensif. Donc là, on peut avoir une oreille attentive à cette demande-là. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de cas de force majeure un peu là-dedans? Parce qu'on ne peut pas contrôler non plus le commerce mondial là, hein, quand on est une TPE ou autre chose. On s'engage évidemment sur des tarifs, sur des choses qui sont dans un fonctionnement normal de l'économie. Mais là, quand on a une pénurie comme ça, est-ce que vous êtes à qu'il y a moyen, je ne sais pas, je pose la question comme ça, mais on n'en a pas discuté avant, d'appeler le cas de force majeure. Quel est votre avis au moins là-dessus? Je pense que, pour avoir utilisé cette clause-là de temps en temps dans le passé, il y a quand même il y a pas mal de contraintes. Je pense pas que les hausses matières de ce type-là rentrent dans le cadre de la force majeure. Par contre, je pense que c'est quand même important, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous aviez signé une commande avec un client et qu'il faut accepter finalement de rester au prix qui a été signé. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme la Française des Jeux, hein. Il n'y a que ceux qui jouent qui gagnent, hein. Si vous demandez pas, si vous n'allez pas vers vos clients pour leur dire que ça vous pose un problème et que vous avez besoin d'augmenter vos prix, c'est pas eux qui vont vous proposer de le faire. Par contre, si vous le faites, il y a un certain nombre d'exemples où ça marche et où les clients comprennent et acceptent. Donc la force majeure, je pense l'objectif, c'est pas de se retrouver en litige avec un client, parce que quelque part, la force majeure, ça serait effectivement d'essayer d'imposer une augmentation. Et ça, c'est un peu compliqué. Surtout que, encore une fois, je pense pas qu'elle s'applique simplement dans un cas comme ça. Par contre, aller rediscuter, aller expliquer à un client que ça pose un vrai problème, que les matières ont augmenté de temps, que ça peut être des arguments qui permettent d'obtenir une acceptation d'une hausse qui couvrira peut-être pas la totalité de la hausse, mais au moins d'obtenir quelque chose pour protéger une partie de la marge. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Il ne faut pas avoir peur de le faire, quoi. Vous avez accompagné justement des clients là-dessus sur la manière de le faire, parce que c'est pas forcément évident. Hein, non, ça dépend de tout le monde, ça dépend des clients, mais il y a peut-être une petite méthode à adopter. Moi, j'ai un exemple en tête là-dessus, où avec un maçon que j'accompagne, il était engagé pour une maison, donc toute la maçonnerie, une grosse maison d'architecte, et où le coût, la hausse du métal, des aciers qui servaient à faire du béton armé, a posé, du moins a engendré une hausse très importante. Et ben avec des éléments concrets en termes de coûts matière, les indices, l'évolution des indices du prix de l'acier, il a fait un nouveau chiffrage de ce qu'il avait mis initialement dans son devis, et il a pu comme ça obtenir une renégociation de 12 000 € sur son devis initial. Donc c'est relativement significatif, puisque là, ça faisait à peu près 10% du montant du chiffrage initial. Donc des éléments factuels, un bon relationnel avec le client. On ne vient pas, comme le dit Philippe, en imposant sa demande, mais en
en la justifiant et en discutant avec le client. Et quand il s'agit de pros, là en l'occurrence c'était un pro, c'était un constructeur, mais ils sont bien au courant. Et puis je pense que les particuliers aussi sont bien au courant parce que on en entend tous les jours à la télé, à la radio, de partout. On entend parler de cette hausse. Alors Ouais, là, et puis, Oui, pardon. vas-y, Pauline. Alors là, Ouais, vous parlez de renégociation, etc. On a une question aussi qui demande est-ce qu'on peut ou on doit annuler un devis accepté car une trop grosse différence de prix par rapport à l'acceptation de départ et après. Est-ce qu'on peut l'annuler? Parce que du coup, vous parlez de renégociation. Est-ce que c'est possible? Bah, ça dépend complètement de ce qu'on a dit. C'est-à-dire un devis, normalement, il y a un délai de validité du devis. Si c'est au-delà du délai, bah oui, vous pouvez le refuser sans vous poser de questions. Si vous n'avez pas dépassé ce délai, bah, c'est de la discussion parce que quelque part, il y a eu un engagement de votre part. Par contre, il faut tout faire pour ne pas prendre un devis à un prix qui va pas être rentable pour vous, quoi. Après, faut toujours regarder finalement qu'est-ce que vous risquez. Hein, c'est encore une fois, si vous refusez le devis, est-ce que vous allez vous retrouver en procès et vous êtes obligé de payer? Non, vous allez perdre un client. Enfin, le risque le plus probable, il est celui-là. Donc c'est ça qu'il faut mesurer. Mais quelque part, si le devis il est pas rentable et que il est en dessous du prix de revient de la matière, faut arrêter tout de suite. Quoi, faut pas le prendre ce devis-là. Faut pas l'accepter. Faut pas le transformer en commande, même si le client est prêt à prendre. Ouais, Ben je suis voilà, du même moi, avis c'est le que conseil Philippe. que je donnerais à un client si j'étais confronté à cette situation. Mais la première chose, encore une fois, c'est de retourner voir le client et de lui expliquer. Alors, Et je suis du même avis que Philippe. vous avez à peu près 60% de chance, pardon, David, vous avez à peu près 60% de chance que ça marche, quoi. Ok. Ouais, tout à fait. Je suis du même avis. Mieux vaut ne pas faire le devis s'il n'est plus rentable. Encore faut-il avant avoir mesuré le risque encouru. Tout dépend du contexte. Quand vous êtes en relation ou quand il s'agit d'un marché public, attention, ou même dans un gros marché privé, il peut y avoir des clauses ou des indemnités prévues pour le dédit. Maintenant, quand la plupart du temps, nos interlocuteurs privilégiés, ce sont des petites entreprises, il n'y a pas ce genre-là de clause. Donc, il suffit, je pense, de l'expliquer, ne pas rompre la discussion, mais de l'expliquer au client en lui disant, monsieur, je suis désolé, je ne peux pas le faire à ce prix-là. La meilleure des choses, c'est aller voir à côté. Vous verrez bien que ce prix-là est impossible à tenir. Donc la discussion et la justification avec des éléments concrets et factuels aident beaucoup. Ok. J'ai aussi une autre piste là pour ce qui concerne, parce que je vois il y a quelques informations là, nos interlocuteurs réagissent là sur les questions. Une des solutions aussi possibles, lorsque le devis est validé, parce que là on a beaucoup parlé de la relation aval avec le client, avec celui avec qui on a signé le devis, mais on peut essayer aussi de voir en amont, c'est-à-dire avec le fournisseur ou avec les fournisseurs. J'ai par exemple, moi, un client boulanger subit une hausse sur la farine, une hausse sur beaucoup de matières premières et de marchandises diverses qui intervenaient dans ces compositions. Et ben là, on a remis en cause tous les marchés et on a refait un appel d'offres auprès de nouveaux fournisseurs. Ça peut être là aussi la solution pour limiter la casse, on va dire, ou en tout cas améliorer la situation du devis en question ou de l'activité en question. Ok. Et du coup, là, on parlait des commandes, des devis déjà validés. Quelles sont les pistes de solution, du coup, pour les devis à faire ou les devis faits mais qui ne sont pas encore validés et qui ont, du coup, qui n'ont plus les bons prix et les bons tarifs par rapport à la hausse? Bah là, Philippe, est-ce que tu peux?
Ouais, on revient dessus, mais la première chose, c'est est-ce que vous avez des conditions générales de vente? Alors, on les a évoquées tout à l'heure, et si c'est pas le cas, il faut en mettre, et il faut que les conditions générales de vente incluent finalement des clauses de protection. C'est vraiment important de le faire. Et puis après, bah, si c'est des devis qui sont à faire ou des devis qui sont pas validés, il faut vous empresser en fait d'intégrer finalement les dernières hausses qui sont non pas celles qui sont déjà passées, mais même celles qui sont prévues. C'est-à-dire que un devis, quand vous le faites, vous savez pas exactement quand est-ce qu'il va être validé. Donc, ça vaut le coup de vérifier avec vos fournisseurs s'il n'y a pas une hausse qui va arriver dans les jours ou semaines qui viennent, puisqu'en fait, les hausses interviennent de façon assez régulière en ce moment, pour pouvoir intégrer ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment l'anticiper. Après, c'est aussi l'opportunité de rentrer dans des modes de fonctionnement qui peuvent être différents. Je vois si on prend l'exemple du BTP, dans le BTP, c'est assez courant quand on prend un chantier de demander une avance à la commande, parce que ça va permettre de couvrir les achats de matière. Ça, c'est une pratique qui est quasi inexistante dans la plupart des petites sociétés industrielles, alors que la problématique est souvent la même. Bah voilà, typiquement, c'est une bonne idée à transférer du BTP vers l'industrie, de demander une avance à la commande pour pouvoir prendre des commandes, fixer le prix de la matière et ne pas avoir à sortir de trésorerie à ce moment-là. L'autre point aussi qui est utilisé, qui peut être une bonne pratique, c'est quand on fait une proposition, c'est de donner une indication de prix sur la partie matière. Par contre, de préciser que cette valeur, elle est indicative et que le prix sera fixé au moment de la prise de commande. Parce que comme ça, si jamais il y a une hausse de matière entre le moment où vous avez fait le devis et le moment où arrive la commande, vous pouvez dire, mais attendez, entre les deux, le prix est monté de temps, donc voilà, moi j'applique tel prix maintenant sur la matière. Et du coup, c'est quelque chose que vous avez déjà indiqué, le client il tombe pas des nues quand vous lui dites ça, parce que vous l'avez déjà indiqué dans votre devis. Voilà, ça c'est des pratiques, c'est des petites choses comme ça qu'il faut pas hésiter à mettre dans vos devis à venir. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus. Il y a un intérêt aussi à demander aux clients, aux futurs clients, de se positionner rapidement, puisque du coup, bah, plus il attend, plus il y a un risque évidemment d'augmentation de son devis par rapport justement à cette augmentation des prix des matières, quoi. D'ailleurs, on a une question là qui est d'une personne qui nous demande les CGV, comment les réaliser et si on doit le faire via un juriste, un avocat ou existe-t-il des solutions prêtes à l'emploi et doivent-elles être déposées au tribunal? On peut peut-être envoyer le lien qu'on avait envoyé. Je crois que c'est un lien plutôt spécialisé pour la BTP. On a un lien de la CAPEB pour le bâtiment. Ouais. Ouais, ça donnera un exemple, mais en fait, Oui. je pense que dans chaque secteur d'activité, si vous allez sur Internet, dans chaque secteur d'activité, vous allez trouver des conditions générales de vente type. Si vous regardez ou vous appelez votre fédération, il y a des choses types. Après, si vous voulez faire des choses vraiment particulières, modifier, là, ça vaut le coup ça peut valoir le coup de demander à un avocat de valider pour être sûr que vous ne retrouvez pas dans une situation où vous aurez indiqué des choses qui ne sont pas applicables. En fait, le risque, il est juste là. C'est-à-dire que le risque, c'est que vous écriviez des choses que vous pensiez protéger et que finalement, elles ne soient pas applicables. Je vous envoie le lien de la CAPEB. Ouais. En exemple de mention. Et on a une autre personne qui nous demande, est-ce qu'on doit faire préalablement une note d'information pour informer tous ses clients de la hausse des prix? Oui, indispensable. Ouais. Oui, si. C'est une première communication, tout à fait. Ok, je pense qu'on peut continuer. Vous étiez Alors, sur les exemples peut-être Oui, juste pour finir avec la question là, que tu viens d'énoncer, Pauline. Ouais, pardon. Ça peut être une solution, oui, de communication, un courrier, bien toutefois indiquer le pourcentage ou des sources, toujours des éléments factuels qui servent d'argument. C'est toujours plus parlant aussi et ça évite, ça donne un côté neutre à cette information-là. Après, juste, ouais. Non, vas-y David, finis. Vas-y.
Moi, je voulais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit, là, Philippe. Je trouve aussi important pour se prémunir aussi de tout risque et de tout effet sur la trésorerie, c'est la politique d'acompte. Je vois encore souvent des clients, moi, ou des entreprises qui prennent très peu, voire pas du tout, d'acompte. Or, vu les hausses de tarifs, vu les problématiques d'approvisionnement, eh ben, moi j'ai pas mal de clients où on a changé la politique d'acompte. Pour certains, ils demandaient 30%, on est en train de passer à 40%, voire pour des pièces spéciales, des approvisionnements spéciaux, des commandes spécifiques, jusqu'à 50% d'acompte aussi. À y penser, c'est pour moi, je pense, un gage de sécurité et puis de sérénité aussi en termes de trésorerie. Ok. Tout à fait. Tac. Du coup, au niveau des exemples, pour tout ce qui est devis à faire et non validé, c'était bon. Donc, on va pouvoir aller aussi sur les pistes de solutions au niveau de la gestion du stock, parce que c'est aussi un élément important lors de la hausse des matières premières. Donc, David, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment faire face à cette gestion du stock? Oui, alors là aussi on peut travailler sur le stock pour des questions de pénurie ou pour des questions de prix. Première des choses, c'est passer le plus vite possible les commandes. Ne pas faire traîner, surtout quand il y a du délai. Donc déjà, c'est d'informer le client du délai. Là, je pense, j'ai vu hier un client menuisier, au lieu des 4 à 5 semaines habituelles, on est passé à 3 mois. Et ben ça, c'est très important parce que certains clients refusent d'attendre. Ouais, pas de souci, c'est le marché qui veut ça. Bon, on tient compte. Donc il faut l'annoncer, le communiquer, et dès que le devis est validé, par contre, passer la commande pour pas perdre de temps dans la chaîne de production, dans les appros, et surtout bloquer le prix avec les fournisseurs. Possibilité aussi, discussion de bloquer du stock chez son fournisseur habituel. Ça peut permettre là aussi de pallier des éventuelles pénuries et du coup de moins gêner, de moins impacter la production ou les livraisons. Et puis il y a aussi un travail qui est très peu fait, mais qui est aussi intéressant, c'est de faire du stock. Alors naturellement, quand cela est possible. Quand c'est possible, en question de trésorerie, si on a suffisamment de trésorerie pour pouvoir le faire, mais quand c'est le cas, et suffisamment de place, dans certains cas aussi, hein, on est dans des conditions vraiment pratico-pratiques, là, hein, c'est notre bon sens pratique qui parle, mais c'est important aussi à regarder tout ça. Et pour ça, il faut s'intéresser aux produits, à 3 catégories de produits. Les produits qui tournent le plus, ceux qu'on est censé le plus commander, ou le plus livrer en tout cas, ou qu'on se sert le plus souvent. Les produits qui vont subir une hausse. Et là, je pense par exemple à mon client chocolatier qui a fait rentrer là dernièrement tout son chocolat pour sa fin d'année et voire son début d'année prochaine, puisqu'il y allait y avoir des pénuries et des hausses très importantes. Donc ça lui a permis de ne pas subir la hausse et puis d'être certain d'avoir les marchandises. Et puis aussi de faire du stock sur des produits stratégiques. Qui sont stratégiques soit parce qu'ils sont très difficiles à avoir, soit parce que c'est pour un client bien particulier qu'on veut fidéliser, soit parce que ce sont des produits qui vont subir une rupture et sur lesquels on ne peut pas faire l'impasse, où il n'y a pas d'autre solution. J'en reviens à mon client chocolatier. Pour faire du chocolat, il a besoin de chocolat, de la matière première, du chocolat poudre, et donc il est obligé d'en avoir.
Ouais, Voilà quelques pistes sur le hmm. stock. Cet exemple-là, moi je l'ai vécu dans l'industrie aussi, hein. Avec un client il y a quelque temps, Plasturgis, là on avait identifié le problème, et donc ce qu'on a fait, c'est que on a regardé quels étaient les produits qui avaient le plus fort taux de rotation, et on a décidé d'investir dans un stock de matières plastiques particulier qui correspondait aux besoins finalement pour ces produits-là. Alors certes, au niveau trésor, ça a été un peu compliqué pendant quelques mois. Mais aujourd'hui, et j'étais avec lui ce matin, on faisait le bilan. Finalement, non seulement il a pris des nouveaux clients parce que finalement ces gens-là cherchaient des produits et n'arrivaient pas à avoir de fournisseurs. Et finalement, il s'est révélé dans plusieurs cas être le seul à être capable de fournir des produits dans un délai raisonnable. Et ça, effectivement, ça impacte directement. Donc, ça lui a permis de sauver la mise vis-à-vis d'un certain nombre de ses clients. Ça lui a permis de démarrer des affaires avec des nouveaux clients qui du coup sont super contents parce qu'ils ont en face d'eux un fournisseur sérieux qui leur propose des produits dans un délai, et ça les sauve. Donc ça veut dire que quelque part, il est probable que ces clients-là y reviennent pour d'autres affaires. Et en plus, comme c'est le seul à pouvoir fournir, on avait étudié le tarif adapté à la situation pour faire payer le service, parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas faire payer un service comme celui-là. Donc les produits y partent, et ils partent avec des rentabilités qui sont bien supérieures à celles qu'on aurait eues dans une autre période. Donc même dans des périodes de ce type-là, hein, c'est pour ça que je disais au début, faut vraiment chercher des solutions. C'est pas parce qu'on est en période de crise qu'il faut broyer du noir. Ça peut permettre de développer des choses vraiment intéressantes. Et il faut juste bien anticiper, effectivement. On a d'autres questions, hein, beaucoup même. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On a une question tout à l'heure. Alors, je ne sais pas s'il existe un système qui permet de réserver, notamment par rapport à tout ce qui est industriel, mais une personne qui disait dans l'agriculture notamment, on peut réserver un prix à un moment donné, faire un call, ça peut faire un call. Et du coup, est-ce que ça existe aussi dans d'autres secteurs d'activité comme l'industrie, de dire voilà, je vais réserver un prix, toc, comme ça, du coup, on a une visibilité quand même sur le prix d'achat. Ça, c'est des choses qui se pratiquent. Alors, en général, il faut donner quelque chose en contrepartie. Et ce qui fonctionne bien pour arriver à figer un prix, et ça, j'ai plusieurs exemples, c'est de faire des prévisionnels et de s'engager finalement à prendre un certain volume de matière sur une durée et de remettre ça à jour très régulièrement. Ça peut permettre effectivement, c'est des leviers qu'on a utilisés pour arriver à ce que à figer des prix. Moi, je me rappelle avec un client, on avait reçu une hausse de prix relativement importante pour des matières, et du coup, on s'est retourné vers le fournisseur en lui disant, écoutez, nous, on peut pas, c'est pas possible, on n'arrivera pas à répercuter ces prix-là. Par contre, nous, on est prêt à s'engager à vous passer des commandes sur du long terme et à vous dire combien. Et donc, pour le fournisseur, c'était intéressant parce que ça lui permettait de programmer sa production, d'avoir une visibilité pour le futur, et du coup, il a accepté de figer ses prix. Voilà, c'est un exemple. Okay. Je pense aussi aux artisans, où c'est toujours très compliqué d'anticiper les chantiers à venir. Malgré tout, c'est nécessaire d'analyser ses ventes et ses habitudes, parce que les distributeurs, les négociants en matériaux de construction sont friands aussi de prévisions, parce qu'eux-mêmes doivent en faire auprès de leurs fournisseurs fabricants. Donc là, ne pas hésiter à rentrer dans cette démarche-là, surtout dans ces périodes de pénurie. Il est beaucoup plus simple de reporter une date de livraison qu'au contraire d'avancer ou de faire venir ou d'être livré alors qu'on n'a pas prévu de commande pour la marchandise en question. Tu parlais de visibilité, justement, David. Il y a une question de Denis là-dessus. Est-ce qu'on a une idée de combien de temps ça va durer? Alors, j'imagine évidemment que c'est par secteur qu'il faut regarder ça, parce que un secteur est différent d'un autre. Mais, ou alors, si on n'a pas d'idée, est-ce qu'on a la source d'information qui pourra nous donner une idée de combien de temps ça dure? Est-ce que vous utilisez ce type de source d'information? Alors là, malheureusement, on n'a pas de boule de cristal. On est
là aussi, nous, on subit aussi comme nos clients. Malgré tout, on se tient quand même informé. Les premières évaluations qui sont faites là au niveau macroéconomie sur l'ensemble des secteurs, ce serait jusqu'à la fin de cette année, tout début d'année prochaine. Et là, à partir de là, normalement, il y a des espoirs disant que la situation devrait s'améliorer au niveau des hausses tarifaires. L'idée, c'est, comme nous serons en 2022 en année électorale, je pense que c'est ce qui va nous sauver aussi, et ce qui va pas mal stabiliser les choses à partir de février, normalement. Après, le souci, restera sur les approvisionnements, les pénuries, par contre. Surtout dans certains secteurs. Là, ce qui s'est passé, les grands industriels ont justifié leur hausse avec le redémarrage du Covid aux US et en Chine, surtout pour les appros des matières premières, donc dans le monde du BTP. On voit que ça touche maintenant tous les domaines d'activité. La même chose au niveau des composants électroniques pour certains secteurs de l'industrie. Disant que certaines usines n'avaient pas pu redémarrer ou étaient de nouveau à l'arrêt du fait du Covid dans certaines régions de l'Est du globe. Ça devrait redémarrer, même si là j'ai encore vu dernièrement un des plus gros ports de commerce chinois qui était bloqué et où aucun container ne sortait de ce port-là. Bon, il y aura toujours, je pense, des aléas sur certains secteurs, mais ça devrait être de plus en plus ponctuel à partir de 2022. Ok. C'est en tout cas ma lecture, mais sans garantie. Je signe pas avec mon sang. Là où il y a peut-être un domaine où effectivement il faut être prudent, c'est sur la partie bois, parce que la ressource a été extrêmement, autant sur l'acier ou le plastique, en fait, la ressource elle existe et c'est des problèmes de production, c'est des problèmes de mise en stock, enfin, etc. Par contre, sur la partie ressources bois, les ressources ont été très pompées et là, par contre, la pénurie peut-être durer un peu plus longtemps. Donc sur cette partie-là, je pense qu'il faut être attentif. Il faut attendre que les arbres poussent, quoi. C'est ça, un peu ça aussi, ouais. C'est pas instantané. C'est pas instantané. Ok, du coup, David, Philippe. Oui, vas-y. Oui. Alors, David, Philippe, vous nous avez donné beaucoup de pistes de solutions sur beaucoup de choses, sur les devis, sur le stock, pour faire face à cette hausse de matières premières. Mais alors, par quoi commencer? Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses et on est peut-être un petit peu perdu parce qu'on sait peut-être pas forcément par où commencer pour vraiment faire face. Et racontez-nous peut-être aussi qu'est-ce que l'accompagnement par un conseiller rivaliste peut nous apporter de plus quand on a besoin d'aide et qu'on ne sait pas vraiment par quoi commencer et qu'on est vraiment perdu face à cette situation. Je David, David, est-ce que tu essayer peux de répondre à cette commencer à nous en question-là? parler? Alors, naturellement, il n'est pas possible de répondre à tout, ou du moins de tout faire en même temps. Chaque entreprise est différente, chaque entreprise a des problématiques qui lui sont propres. Il faut donc identifier avant tout les problèmes et prioriser en tout cas le plan d'action, parce que quand on est face à un chef d'entreprise, ce que l'on essaye de faire, c'est mettre en place des actions concrètes, précises, pratiques, faciles à mettre en œuvre et qui répondent aux problèmes ou qui apportent en tout cas une amélioration. Donc les prioriser dans un premier temps en commençant par ce qui est le plus pertinent ou en tout cas le plus efficace ou qui aura un effet le plus rapide ou en fonction du plus urgent ou du plus stratégique pour l'entreprise que l'on accompagne.
Ouais, je pense que Ouais. la méthode qui marche, c'est vraiment ça. La première chose, c'est une analyse du problème, quoi. Faire un diagnostic de la situation, savoir ce qui pèse le plus sur l'entreprise, ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. Et puis après, c'est comme le dit David, prioriser les actions. Et puis je rajouterais anticiper, c'est-à-dire qu'il faut regarder finalement ce qu'on peut faire tout de suite, mais qui va avoir un impact bénéfique sur la durée, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un sujet enfin, dans les accompagnements que l'on fait, c'est aussi ça, c'est aider le chef d'entreprise à faire des actions, à décider de la mise en œuvre des bonnes actions tout de suite, mais en ayant une vision de comment ça va impacter sur le futur. C'est vraiment cette dimension-là qu'on essaye d'apporter systématiquement. Et comme là encore, les choses peuvent évoluer, il ne faut pas hésiter à adapter ce plan d'action là, prévisionnel en fonction soit des imprévus ou alors soit des conséquences qui ne sont pas celles attendues, hein, puisque comme on est dans l'anticipation, des fois les choses ne se passent pas comme on l'a pensé, donc il est nécessaire de s'adapter aux conséquences, de changer d'action, de changer de paradigme, de trouver ou de mettre en œuvre d'autres solutions que l'on a prévues. Et l'intérêt en fait que l'on apporte en général aux dirigeants qu'on accompagne, c'est justement quand il y a une nouvelle problématique qui se pose ou une nouvelle idée, c'est d'essayer de simuler l'impact que ça va avoir sur le fonctionnement et sur le résultat de l'entreprise. Ça aide de façon très très efficace à la prise de bonnes décisions parce qu'on sait où on met les pieds. On sait quel impact ça va avoir sur le résultat pour l'entreprise. Ouais, Donc on surtout parlait qu'on de a un sérénité, outil. quand on parlait de sérénité, quand on sait à l'avance effectivement quel va être l'ordre de grandeur de l'amélioration ou l'ordre de grandeur de la dégradation, parce que parfois il faut aussi anticiper des dégradations, ça permet d'être plus serein et de savoir finalement où est-ce qu'on va mettre les pieds et de fonctionner de façon plus efficace, quoi. Mm. Ouais. Pour se rassurer encore plus, le mieux, c'est d'utiliser aussi des pratiques qui ont déjà été testées ou qui ont déjà été expérimentées ailleurs. C'est justement là, nous, notre rôle de conseiller, consultant, puisqu'on voit différentes entreprises, donc on peut amener des bonnes idées que n'aurait pas eu seul le dirigeant d'entreprise. Donc ne pas hésiter à partager au plus grand nombre, que ce soit en réunion de chefs d'entreprise ou dans toute manifestation de groupe, je pense, ne pas hésiter à échanger pour avoir des idées, des astuces, des trucs. Ne pas hésiter aussi sur l'analyse. C'est ce que l'on apporte aussi au quotidien, c'est l'analyse des niveaux de stock nécessaires à l'activité, voir aussi la pertinence de faire du stock et comment le gérer au mieux. Ça peut être aussi un bon levier pour faire face dans certains cas, alors pas à tout sans doute, mais en ayant priorisé les choses, en ayant analysé, on peut définir des ou décomposer le stock en différentes familles, les plus pertinentes, les plus stratégiques ou celles qui ont la plus forte rotation. Et ça permet comme ça de pouvoir faire des choix ou de prendre des décisions les plus utiles possibles à l'activité. Ok, ben merci beaucoup. Il nous reste 3 minutes. On va peut-être passer aux questions, voir s'il y a des petites questions. Donc du coup, n'hésitez pas si vous avez encore des questions à nous les poser dans le module. Et on en a une qui vient de tomber, qui nous demande est-ce que la facturation peut-elle être une bonne solution pour anticiper les paiements et que faire s'il se présente des retards de paiement et comment appliquer les indemnités de retard de paiement? Alors, il y a Peut-être plusieurs questions là. sur l'affacturage, oui, c'est clairement une très très bonne solution pour faire rentrer de l'argent à coup sûr très rapidement. Si c'est une entreprise qui a un souci de trésorerie, alors la première chose à faire, c'est de faire rentrer l'argent qui est dehors. Mais l'autre chose, c'est effectivement de passer à l'affacturage. Le problème de l'affacturage, c'est que ça a un coût.
Donc effectivement, ça vient renier un petit peu la rentabilité de l'affaire. Mais oui, ça permet de faire rentrer de la trésorerie. Et si le premier problème, c'est celui-là, il faut s'y intéresser, bien sûr. Et il y a des sociétés qui font de la facturage qui sont plutôt éviter les banques et plutôt travailler avec des sociétés d'affacturage qui sont plus efficaces sur ces sujets-là, en fait. Oui, et avant l'affacturage, il y a des relances aussi d'impayés qu'il faut faire. Il y a une méthode pour ça, peut-être, il faut peut-être juste le redire. Et ça, chez Rivalis, on connaît bien hein, la relance aussi des impayés pour que voilà, on puisse être payé en temps et en heure, que les clients puissent être payés en temps et en heure et sauvegardent leur trésorerie. C'est quand même le sang de l'entreprise, c'est quand même ça. Et donc voilà, c'est quand même le carburant. Une autre question, adhérer à un groupement d'achat également, Pauline, ouais. Oui, adhérer à un groupement d'achat de matières premières. Est-ce que cela permet de faire face à ces augmentations de tarifs ou de retard de livraison du fait de la force du nombre? Certainement, certainement. En tout cas, ça ne peut qu'aider. Maintenant, il faut voir l'effet de levier que ça peut avoir, parce que qui dit adhérer à une structure, il faut quand même aussi la payer, donc voir que ces frais de structure-là ne mangent pas la négociation qui pourrait être faite au niveau tarifaire. Mais là, c'est relativement simple à voir. Hein. Il suffit de sortir ces 20-80 en termes de produits qui tournent le plus ou qui génèrent le plus de chiffre d'affaires et de demander un devis à cette centrale d'achat et de comparer avec ceux que vous avez déjà. Après, au niveau des délais, si le fournisseur en question est en rupture, tout le monde est en rupture. Il peut pas y avoir là de miracle. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Avoir plusieurs fournisseurs, et par contre, c'est peut-être là le rôle d'une centrale d'achat, c'est d'avoir plusieurs référencements ou un référencement très large avec plusieurs solutions de rechange. Peut-être. Ça peut aider, en tout cas. Oui, c'est certain. Ok, merci beaucoup. Alors pour l'instant, on n'a plus de questions. Il est 18h, donc on va peut-être s'arrêter là. Alors du coup, vous pouvez. Alors merci beaucoup en tout cas déjà, David, Philippe, d'avoir été présent et d'avoir été là pour ce webinaire et pour aider tous nos petits entrepreneurs qui sont un peu perdus face à la hausse de ces prix. Alors, vous pouvez nous suivre aussi sur tous les réseaux sociaux. Donc, on a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Vous pouvez vraiment nous suivre partout pour être informé de toute notre actualité. D'ailleurs, là, on a des prochains webinaires qui arrivent et le prochain, ça va être sur le prévisionnel, donc sur tous les petits créateurs d'entreprises qui pour les aider à créer leur prévisionnel. Donc voilà, restez connectés et vous aurez plein d'infos sur la création d'entreprise, sur le prévisionnel, sur comment faire face à des situations comme la hausse des prix. Donc voilà, et puis merci beaucoup du coup d'avoir été là. J'ajoute une chose, vous avez, comme je disais tout à l'heure, un conseiller Rivalis qui est à proximité de chez vous. On a vos adresses email donc, et vos téléphones, donc je pense qu'ils vous contacteront d'ici quelques jours pour voir un petit peu si vous avez justement des besoins par rapport à ça. Évidemment, la rencontre se fait entre chefs d'entreprise et évidemment gratuite. Donc n'hésitez pas évidemment à leur déplier le tapis rouge, comme on dit. Vous avez vu que David et Philippe vous ont partagé déjà beaucoup de choses. On parlait de trucs et astuces tout à l'heure, donc on a essayé de jouer ce jeu du partage justement, et on essaie toujours de le faire pour que vous ayez déjà des éléments de réponse, mais évidemment chaque cas est particulier, donc après il faut que vous puissiez voir votre conseiller de proximité pour qu'il puisse adapter justement la réponse à votre cas particulier. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Donc faites-vous aider surtout. Parfait. Écoutez, merci à tous. Merci, oui. Bonne soirée à tous. Merci. Merci Pauline, merci David et merci Philippe. À très bientôt pour un autre webinaire. Merci beaucoup, à très bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.